Quand on pense à la monarchie française, on a tous en tête cette image d'un roi tout-puissant, un Louis XIV qui aurait dit « l'État, c'est moi ». C'est une belle image, mais est-ce que c'est vraiment ça la réalité? En fait, on va voir que le pouvoir du roi était bien plus fragile et surtout qu'il était constamment remis en question. Allez, c'est parti, on plonge dans les coulisses de la monarchie dite absolue. Alors, première chose à faire, il faut complètement oublier la France unifiée qu'on connaît aujourd'hui. Au XVIIIe siècle, le royaume, c'était un véritable patchwork, une mosaïque de provinces. Il faut s'imaginer que passer une simple frontière intérieure, ça pouvait vouloir dire changer de loi, changer d'impôts, changer de coutumes. On avait bien un seul roi, oui, mais il régnait sur des dizaines de Frances différentes, et chacune tenait à ses privilèges comme à la prunelle de ses yeux. Du coup, la grande question pour la monarchie, c'était comment on fait pour imposer son autorité sur ce royaume complètement fragmenté. C'était un défi immense, un vrai puzzle royal à assembler pièce par pièce. Pour bien comprendre ce puzzle, il y a une distinction clé à avoir en tête. D'un côté, on avait ce qu'on appelait les pays d'élection. Là, c'était simple, les agents du roi pouvaient lever l'impôt directement. Mais de l'autre, il y avait les puissants pays d'État, comme la Bourgogne ou la Bretagne, qui gardaient une très forte autonomie. Dans ces régions, l'impôt, on ne l'imposait pas, on le négociait. C'est fou, non? Le pouvoir du roi s'arrêtait en quelque sorte aux portes de la province. Et il n'y a rien qui illustre mieux ce bazar que cette carte de la gabelle, le fameux impôt sur le sel. Regardez un peu ces chiffres. Le prix pouvait être jusqu'à 20 fois plus élevé d'une région à l'autre. Cette carte qui a l'air complètement chaotique, ce n'est pas du tout une erreur. En fait, c'est l'image parfaite de l'État d'Ancien Régime, un système qui reposait entièrement sur le privilège et l'exception. Bon, alors, face à ce casse-tête, le roi il avait quels outils pour essayer d'affirmer son pouvoir? Il avait principalement deux leviers. D'abord la justice, en se positionnant comme l'arbitre suprême du royaume, et puis surtout les finances, parce que le nerf de la guerre, au sens propre comme au figuré, c'était l'argent. Et là, la question se pose, mais pourquoi ce besoin d'argent qui n'arrêtait pas de grandir? La réponse, elle est très simple, et elle tient en un seul mot, la guerre. Pour saisir l'ampleur du truc, il faut regarder ce chiffre, 1,2 million. C'est la taille de l'armée française à la fin du règne de Louis XIV. 2 siècles plus tôt, on était à peine à 36 000 hommes. C'est une explosion, une véritable révolution militaire. Et évidemment, pour payer, nourrir et équiper une armée aussi gigantesque, il faut des sommes d'argent, tout aussi gigantesques. L'état de guerre était né, et avec lui, une pression fiscale qui allait devenir inédite. La conséquence directe, elle saute aux yeux sur ce graphique. Regardez bien les zones en gris, elles représentent le déficit de l'État. Eh bien, elles coïncident presque parfaitement avec les grandes guerres de l'époque, que ce soit la guerre de 30 ans ou la guerre de succession d'Espagne. C'est simple, chaque conflit creusait un gouffre financier, un trou que les vieux impôts traditionnels étaient totalement incapables de combler. Alors la seule solution pour la monarchie, c'était quoi? Inventer de nouvelles taxes. Face à l'urgence, elle va créer des impôts qui, pour l'époque, sont beaucoup plus modernes, plus universels. Des impôts qui, pour la toute première fois, essayaient de toucher tout le monde. Oui, y compris les nobles et le clergé. La capitation, puis le 10e et enfin le 20e, ce sont toutes des tentatives désespérées de moderniser la fiscalité pour financer cet état de guerre permanent. Mais bon, décréter des impôts depuis son bureau à Versailles, c'est une chose. Les faire appliquer sur le terrain, c'en est une autre. Pour ça, il fallait des relais, des gens de confiance. Voyons un peu qui étaient ces agents du roi, ces véritables yeux et oreilles dans les provinces. Pour imposer sa volonté, le roi va jouer une carte maîtresse. Il va s'appuyer sur un nouveau type d'agent pour court-circuiter l'ancien système. D'un côté, il y avait les gouverneurs. C'étaient de grands nobles, très puissants localement, mais souvent, disons plus loyaux à leurs propres intérêts qu'à ceux de la couronne. Et face à eux, le roi va promouvoir les intendants. Eux, c'était différent. C'était des pros, des gens compétents qui devaient toute leur carrière au roi et que le roi pouvait nommer ou virer comme bon lui semblait. À partir de là, le royaume va être redécoupé en généralités. Et chaque généralité devient le terrain de jeu d'un de ces nouveaux super administrateurs. L'intendant, c'est vraiment la cheville ouvrière de la centralisation. C'est l'homme du roi dans la province. Il supervise tout, la justice, la police et bien sûr la levée des impôts. Sa mission, c'est de faire en sorte que la volonté du roi devienne une réalité sur le terrain. Donc, l'intendant, c'est bien plus qu'un simple fonctionnaire. C'est l'incarnation de ce nouvel état administratif qui est en train de naître, un état plus centralisé. Sa mission est très claire. Il doit faire plier les traditions locales, faire sauter les privilèges pour que la loi du roi s'applique de la même manière partout. Évidemment, cette tentative de centralisation à marche forcée, ça ne s'est pas fait en douceur. Pas du tout. Face à un État qui en demandait toujours plus, le royaume tout entier a commencé à se défendre, que ce soit dans les palais de justice ou carrément dans la rue. La première ligne de résistance, elle était institutionnelle. Elle venait des parlements. Attention, ce ne sont pas des parlements comme aujourd'hui. C'était des cours de justice composés de magistrats très puissants qui se voyaient un peu comme les gardiens des lois du royaume. Et ils n'hésitaient pas à utiliser leur pouvoir pour défier le roi. Et ce bras de fer, il suivait un rituel très précis. Quand le roi publiait une nouvelle loi, le Parlement pouvait refuser l'enregistrer en publiant des remontrances.
Le roi répondait alors avec une lettre de Jussion, en gros un ordre d'obéir. Si le blocage continuait, l'arme nucléaire du roi, c'était le lit de justice. Il se déplaçait en personne au Parlement et sa simple présence physique suffisait à forcer l'enregistrement de la loi. C'était un jeu de pouvoir très théâtral, très codifié. Sauf que la contestation, elle ne se passait pas que dans les salons feutrés des cours de justice. Non, quand la pression fiscale devenait vraiment insupportable, c'était le peuple lui-même qui se soulevait. Et là, ces deux cartes sont juste passionnantes parce qu'elles nous racontent une histoire en images. À gauche, on a les foyers de révolte populaire avant 1661, et à droite, celle qui éclate après, sous le règne personnel de Louis XIV. Le constat est sans appel. La géographie de la colère a complètement basculé. Alors, c'est quoi l'histoire que ces cartes nous racontent? Eh bien, dans un premier temps, l'État a écrasé, souvent de manière très brutale, les révoltes au cœur du royaume. Il a forcé ces régions à accepter l'impôt. Mais quand Louis XIV a ensuite essayé d'imposer ces nouveaux impôts à tout le monde, la révolte s'est déplacée vers les bords, vers ces fameux pays d'État qui se pensaient à l'abri avec leurs privilèges. C'est l'histoire de l'avancée de l'État moderne, qui progresse vague après vague et qui rencontre des résistances à chaque fois. Tout ça nous ramène finalement à notre question de départ. Un pouvoir qui doit sans arrêt négocier, ruser et parfois réprimer violemment, est-ce qu'on peut vraiment l'appeler absolu? Loin de l'image d'Épinal du monarque tout-puissant, la réalité de l'Ancien Régime, c'est celle d'une tension permanente. Un combat de tous les instants entre une monarchie qui veut plus de pouvoir et un royaume plein de corps intermédiaires qui refusent de se laisser faire. Un combat dont l'issue finale, on la connaît tous, ce sera la révolution.